Alors, sans plus tarder, on est bien content d'avoir Bernard Doré qui est de retour avec nous cette semaine. Et à fur et à mesure qu'on s'approche de la fin de la série de présentations, on veut remercier Bernard et son équipe pour toute l'aide qu'ils nous ont fournie depuis 2 mois pour organiser les sessions. On apprécie bien cette fenêtre d'opportunité qu'ils nous ont offert pour le beau travail qui se fait pour développer de l'information pour les producteurs à partir du Québec. Alors, on a bien hâte, on veut collaborer d'autant plus. On a eu une bonne conversation hier avec le groupe du CRAC et Bernard est sur leur conseil. Alors, on essaie de bâtir cette relation-là pour rendre ces cours-là disponibles à nos éleveurs. Et notre discussion hier portait surtout sur la possibilité de fournir de la traduction, de l'appui de traduction pour ces services-là et cette information-là pour les anglophones. Alors, on veut souhaiter Bernard, donc, on va parler aujourd'hui de la sélection génétique dans nos troupeaux. Alors, on a déjà présenté Bernard auparavant. Il y a beaucoup d'expérience en matière de vulgarisation et d'enseignement au Québec. Il travaille avec Optiboeuf au Québec et il est sur le conseil du CRAC. Donc, il y a beaucoup de bons liens pour nous dans le travail qui se fait au Québec. Au niveau de la sélection génétique, c'est un point important pour les maritimes, pour le secteur bœuf au maritime. Il y a beaucoup de travail qui a été fait au Maritime Beef Council. On voulait avoir des présentateurs de haut calibre à travers le Canada, mettre l'accent sur la chaîne de valeur, comment reproduire pour du succès dans le secteur. Alors, Bernard, on a hâte d'entendre tes pensées là-dessus et d'ajouter à la conversation sur comment on peut aller de l'avant avec l'amélioration génétique dans le secteur du bœuf. Et ça va sans dire que les maritimes, le secteur est lié très fort, très près avec celui du Québec. Alors, ce qui est bon dans votre marché est bon dans notre marché aussi. Et il nous faut travailler pour le bien commun. Alors, on a ta présentation aujourd'hui. Thank you very much, Cedric. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Donc, j'ai intitulé, merci d'abord de l'invitation aussi, de la possibilité de discuter avec vous ce matin par rapport à des stratégies profitables en élevage et en production de bovins de boucherie. Donc, la présentation que je vais faire, d'abord, je vous présente les différents points que je vais présenter. Il faut bien noter qu'à l'intérieur de 3/4 d'heure, 1 heure, parler de génétique et de stratégie, c'est quand même rapide et c'est plutôt un survol qu'on va faire et éventuellement, comme Cédric le mentionnait, on pourrait poursuivre avec d'autres sessions ultérieurement et approfondir certains aspects concernant l'amélioration génétique des bovins. Donc, pour la présentation aujourd'hui, je vais parler tout d'abord des objectifs individuels de chaque ferme ou de chaque producteur. Ensuite, parler de cueillette de données. Donc, il faut, à mon point de vue, pour faire de l'amélioration génétique et de la sélection, il faut recueillir des données, des informations. On a aussi des outils ou des logiciels, entre autres, ou autres outils pour aider à gérer les données. Je vais vous présenter un peu les performances moyennes des troupeaux au PATBQ au Québec. Le PATBQ est un programme, c'est l'abréviation qui signifie Programme d'amélioration des troupeaux bovins du Québec. C'est un programme où à peu près 300 fermes sont suivies
Et c'est un programme qui existe depuis plus de 20 ans ici au Québec. Ensuite, je vais parler d'autres pratiques qui peuvent aussi nous permettre d'améliorer la productivité. Ensuite, en 6e point, survol de certains principes ou certaines recommandations concernant la sélection des femelles de remplacement, touchant aussi en 7e la sélection des taureaux reproducteurs. On m'avait demandé aussi de toucher les aspects de parler de croisement de race, donc des avantages qu'on peut avoir à faire des croisements. On ne peut pas parler de génétique sans parler des EPD, donc les EPD ou les écarts prévus chez la descendance. Donc, quelques notions de génétique qu'on reverra ensemble. Ensuite, pour compléter avec des notions un peu plus modernes ou un peu plus actuelles au niveau de la génomique en production bovine. Donc, la génomique est présente de plus en plus dans les productions animales et la production bovine ne fait pas exception. Et en fin de compte, je conclurai avec aussi des méthodes qu'on utilise actuellement pour obtenir des données sur les animaux, donc des mesures effectuées par les ultrasons. Donc, si on regarde, premièrement, chaque ferme bovine est vraiment différente et on doit, quand on veut faire un plan d'élevage ou un plan d'amélioration et implanter des stratégies, on doit voir est-ce qu'on produit des veaux qu'on vend au sevrage ou est-ce qu'on les garde plus longtemps après le sevrage, même parfois jusqu'à l'engraissement. On doit considérer qu'est-ce qu'on a comme intérêt, comme goût, les ressources de la ferme, les installations qu'on a. Est-ce que on est avec des installations, des tables fermées, ouvertes, de sites hivernement à l'extérieur, etc. Bien entendu, et actuellement, c'est encore d'autant plus vrai, le prix des grains qui a un effet considérable sur le coût de production, le prix du marché aussi, le prix que vous vendez vos animaux. La qualité des fourrages, des pâturages disponibles, l'insémination, donc au niveau génétique, les choix qu'on fait avec les taureaux représentent c'est un secteur où on a beaucoup de progrès génétiques qui provient des taureaux. Donc, est-ce qu'on utilise l'insémination ou est-ce qu'on est en mesure de l'utiliser et avec les taureaux ou on fait les deux? Si chaque ferme aussi, certaines fermes vont faire de l'élevage de leur génisse et d'autres préfèrent acheter à l'extérieur. On a aussi des fermes qui sont en race pure ou en croisement de race. On n'a pas nécessairement les mêmes objectifs dans les deux cas. Pour moi, quelqu'un qui veut en premier faire de la sélection, faire du progrès génétique, on doit savoir où on est et à quel endroit on se positionne actuellement. Et en continu, on doit aussi prélever des données ou recueillir des données qui sont essentielles pour prendre des décisions. Donc, il faut en fait avoir une idée de notre niveau de performance actuel du troupeau. Et quelques exemples de données qui sont importantes de noter, que ce soit dans des logiciels, sur des fichiers Excel, sur autres supports, sur des cahiers de notes, des carnets, tout moyen peut être utilisé, mais pourvu qu'on soit capable de archiver les données, les inscrire et les garder, et aussi pour pouvoir les exploiter. Donc, exemple, la date du bêlage, le poids à la naissance, facilité de bêlage, les poids à 1 an au sevrage, les dates des chaleurs observées, date d'insémination, date de mise au taureau, retraite du taureau, poids des vaches. Donc, ce sont tous des exemples de critères plutôt au niveau performance, au niveau du troupeau. Et ici, en parlant de stratégie gagnante, je parle de stratégie gagnante au niveau plutôt du troupeau, donc du cheptel bovin, sans vouloir laisser de côté le fait qu'on peut améliorer beaucoup notre productivité du côté végétal aussi, au côté des sols. Donc, ce sont des aspects, ça ne fait pas l'objet de la conférence aujourd'hui, mais éventuellement, il faut garder à l'idée que
les performances de nos animaux dépendent à la fois aussi de l'environnement et des conditions environnantes dans lesquelles les animaux donc sont en production. Pour les outils, donc on a beaucoup de données à prendre, à conserver, à pouvoir exploiter pour générer des recommandations. Sur le marché, j'ai mis ici sur l'écran quelques exemples de logiciels ou d'outils qui existent. Le PATBQ est celui que je viens de vous parler, qu'on utilise ici, des conseillers. On est un groupe de conseillers qu'on appelle BOFI Experts. Moi, je fais partie de ce groupe-là et on suit un nombre de troupeaux et annuellement, donc, on prélève les données, on saisit les données, on émet des rapports et des recommandations et on peut faire progresser nos éleveurs de cette façon-là. Ensuite, vous voyez le Go 360 BioTrack ou BioTrack, c'est un système donc offert ou un programme par l'entreprise Axite en Ontario qui s'appelait Beef Improvement Ontario auparavant. D'autres exemples que j'ai mis à l'écran, HerdTracks maintenant qui est offert, donc qui a été développé dans l'Ouest canadien et TELUS Agriculture ou la nouvelle division agricole de TELUS a fait l'acquisition de HerdTracks et l'offre maintenant. CattleMax, c'est un autre système aux États-Unis, Herdley, DSA bovin. DSA bovin, c'est un DSA, l'expression, c'est données de santé animale. Donc, DSA bovin est un outil qui a été développé à la Faculté de médecine vétérinaire du Québec, ici à Saint-Hyacinthe. Ces outils-là, notamment, j'ai mentionné ou j'ai ajouté une diapositive cette semaine indiquant que ces outils-là, une personne des Maritimes donc, qui est impliquée et que vous connaissez certainement, Amy Higgins du Maritime Beef Council, il y a un article qui a été fait dans la revue Cattleman de ce mois-ci touchant justement l'analyse de ces outils de gestion des données. Et plusieurs de ceux que j'ai présentés auparavant ont été analysés, étudiés, évalués. Et il y a un bilan de ça, en plus de l'article de Cattleman, je comprends qu'il y aura un rapport de cette analyse-là disponible prochainement. Donc ici, une fois qu'on connaît nos objectifs, on sait quels outils on veut utiliser, il faut identifier les caractères qu'on veut améliorer. J'en ai mis quelques-uns à l'écran qui sont des caractères ayant une grande influence sur la productivité et également sur la rentabilité. Donc, le pourcentage de veaux qui est né sans aide, la vigueur du veau à la naissance. Donc, on veut sauver le maximum de veaux. Le poids des vaches à maturité, certains producteurs vont préférer avoir des vaches plus petites ou de moyenne stature. Par contre, d'autres producteurs vont aimer des vaches un peu plus grandes ou un peu plus grosses. Le taux de gestation, le taux de sevrage dans notre troupeau. Un indice qui parle beaucoup, le poids au sevrage et le poids au sevrage par vache exposée. Donc, quand on dit le poids au sevrage par vache exposée, c'est exemple, si on a 100 vaches qu'on a exposées à la saillie, on voudrait avoir le plus grand nombre de veaux qui se sont rendus jusqu'au sevrage et qui ont été pesés. Le poids à 1 an, le poids de la carcasse, la qualité, le classement de la carcasse, en particulier si on finit nos animaux à la ferme. Ici, bon, je vous montre les performances moyennes pour l'année 2020. Donc, c'est la dernière année de référence complète qu'on peut avoir. Vous avez les caractères qui sont énumérés à la gauche. La performance moyenne des troupeaux dans la province et j'ai mis sur la droite ce qu'on appelle le premier quartile ou le premier 25 %. Donc, le meilleur 25 % des entreprises au Québec. Si on regarde cette colonne-là en particulier, on voit que l'intervalle moyen de vélage dans ces troupeaux-là se rapproche beaucoup d'1 an, ou à toute fin pratique, il est à 1 an, 366 jours. Ça nous apprend aussi que les vaches, l'âge moyen des vaches dans les troupeaux est de plus ou moins 6 ans et 2 mois.
on a des poids au sevrage où les veaux sont sevrés et pesés vers l'âge de 250 jours, 249 jours, avec un poids réel moyen, toujours en livres de 743, un gain réel moyen de 2 livres et 63 par jour. Donc, dans cette moyenne-là de premier quartile, ça inclut à la fois des troupeaux de race pure et des troupeaux où on a des croisements de race. Donc, c'est une moyenne globale sur, et la moyenne est pour un troupeau avec 78 veillages durant l'année. Donc, avec les données du PATBQ, entre autres, avec les données du PATBQ, entre autres, on peut émettre des rapports et analyser aussi la performance et la productivité annuelle de chacun des troupeaux. En dehors des données génétiques, je ne voulais pas oublier que je vous mentionnais que les productions animales ou les productions végétales de fourrage, de pâturage, de gestion de nos pâturages sont importantes. Mais par ailleurs aussi, on ne doit pas négliger le programme complet de vaccination dans un troupeau. Donc, ce sont des aspects prioritaires selon moi. On doit aussi bien gérer nos groupes d'animaux. Donc, les vaches qui sont soit avec des veaux, les vaches taries, les taures au premier vélage, les veaux qui sont en engraissement après le sevrage, etc. Le taureau, donc un autre élément assez souvent qui est peut-être négligé, si on met un taureau ou plusieurs taureaux avec notre groupe de femelles, la période de saillie, idéalement, on devrait faire peut-être 60 à 90 jours pour avoir une période de vêlage qui est aussi sur une période environ de 2 à 3 mois. On voit souvent des taureaux qui restent avec les vaches toute l'année. Donc, de cette façon-là, on n'est pas capable vraiment d'avoir une période uniforme de vêlage et aussi d'avoir des veaux plus uniformes. Le diagnostic de gestation devrait être fait sur une base annuelle. Donc, diagnostic de gestation, en particulier ces années-ci, si on hiverne des vaches qui sont vides, avec les coûts des fourrages, les coûts des grains, etc. Donc, on a des coûts supplémentaires pour des vaches qui sont en fait pensionnaires. Au niveau des taureaux, depuis quelques années, notamment ici au Québec, on a une clinique vétérinaire de la région de Drummondville qui offre le service de faire des examens du système reproducteur des taureaux. Donc, c'est un service qui est offert partout dans la province. Le vétérinaire en question se déplace de ferme en ferme avant la saison de reproduction et il va faire une évaluation à la fois de la circonférence scrotale, de l'examen du système reproducteur mâle, test de semences pour voir un examen avec un éjaculat pour voir comment le taureau, à quel stade il est et comment il est au niveau de son statut reproducteur. Également, bon, des saisons de vêlage adaptées à vos réalités. Ici au Québec, selon les réalités des régions et selon les objectifs de chacun, on a parfois des vêlages en plein hiver, janvier, février, mars, beaucoup maintenant de vêlages au mois de mai, juin, dans les très grands troupeaux autour de la province, en Abitibi-Témiscamingue notamment, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc des vêlages au printemps sur les pâturages, et on peut avoir une partie aussi de vêlage d'automne. Mais la saison de vêlage qu'on choisit, bien entendu, il y a des effets sur l'alimentation et on doit avoir aussi être capable de gérer ces vêlages-là selon nos pratiques actuelles. Je passe tout de suite à la sélection donc, de femelles de remplacement. Les femelles de remplacement, si vous achetez, par exemple, les aspects que je vais présenter ici, s'appliquent entre autres si vous achetez des femelles à l'extérieur, mais pourraient également s'appliquer
si vous élevez vos propres femelles dans votre entreprise. Le premier point en partant, c'est peut-être pas en ordre d'importance, mais c'est un point qui a une importance certaine au niveau du statut sanitaire. Donc, si on achète auprès d'autres fermes, on doit s'assurer du statut sanitaire de ses fournisseurs éventuels de femelles de remplacement. Donc, entre autres, qui doivent ne pas avoir de cas de BVD, d'IBR, leucose, paratuberculose en particulier. Donc, si on choisit des femelles avec croisées, donc préférablement, on aura des femelles qu'on va choisir provenant de races maternelles et qui ont un bon potentiel laitier. J'entends pas par là des provenant de vaches laitières, mais qui ont une bonne aptitude laitière pour des races de boucherie. Donc, idéalement, et là, je ne veux pas me faire tirer des tomates, idéalement non issues de races terminales. Donc, les races terminales, quelques exemples, Limousin, Charolais, Blonde d'Aquitaine, je ne veux pas dire par là que ces races-là ne sont pas maternelles et ne sont pas laitières. Mais si on a le choix, on est préférablement mieux de se diriger du côté maternel par des races avec, exemple, Angus, Hereford, Shorthorn, Simmental. Mais si on a des femelles Charolais, par exemple, croisées, provenant de très, très bonnes origines maternelles, ce ne serait pas une faute non plus de les élever. La génisse également qu'on va sélectionner devrait provenir idéalement des mères qui sont en début de vêlage. Donc, au début du vêlage, on a toujours une indication à ce moment-là que la fertilité est meilleure chez ces vaches-là. Et si, exemple, année après année, on a nos données, on a maintenu nos données, on a nos dates de vêlage, on a des informations sur les vêlages de toutes nos vaches. Donc, les génus issus de ces mères-là qui bêlent en début de cycle et pour autant que la production laitière, la performance soit bonne. Donc, ce seraient des candidates à mettre en haut de la liste. Ici, bon, éviter un autre conseil, bon, éviter, c'est peut-être pas les têtes blanches plutôt que la pigmentation autour de l'œil. Donc, souvent, bon, la tête blanche, chez un animal, il y aura peut-être absence de pigmentation autour de l'œil. Et c'est ce qui peut amener une sensibilité au pink eye. De même, on peut aussi, au niveau des crayons, aussi le pie, il y a certains pies chez certaines vaches où la sensibilité au soleil, au coup de soleil est moins bonne. Donc, ce serait peut-être un autre critère à éviter. Ici, bon, je parlais d'absence de cornes. On ne doit pas nécessairement baser uniquement notre sélection sur l'absence ou la présence de cornes, mais de plus en plus, les sujets qui sont sans cornes gagnent en popularité. Au niveau de femelles de remplacement, en termes de performance, souvent, on va penser que plus on a de performance, plus on a de croissance et plus notre femelle est probablement bonne. Mais je vous dirais c'est préférable en premier de regarder, d'éviter d'aller dans les extrêmes. Donc, en fait, mon premier point indique qu'on est mieux de choisir des femelles qui sont autour de la moyenne du troupeau plutôt que d'aller dans les extrêmes en performance. Également, si on développe nos femelles de remplacement, on doit éviter de les engraisser trop rapidement. Exemple, 2 livres environ écart par jour serait un maximum à atteindre. Et même, on peut viser ultimement plus bas que 2 livres afin de développer notre animal plutôt que de l'engraisser. Et plusieurs recherches ont démontré dans le passé que des génisses qui sont engraissés trop rapidement, il y aura des dépôts de gras dans la glande mammaire et ça affectera également la production laitière de ces génisses-là. Au niveau de l'âge des femelles, ici, afin d'assurer une productivité à vie la meilleure possible,
on va essayer de faire saillir nos femelles le plus près possible de 15 mois ou avec un minimum ayant atteint un poids minimum au moins de 850 livres. Et ça, le 850 livres, c'est un minimum, peu importe la race, qu'on soit en croisement ou en race pure. Et je vous dirais que c'est un minimum qui est assez conservateur. On pourrait aller même à 900, 950 ou 1000 livres. Idéalement, on va chercher chez la femelle au niveau de la conformation, donc une bonne conformation d'ensemble fonctionnelle. Donc, quand on dit c'est fonctionnel, on ne sélectionne pas nécessairement les femelles pour aller à l'exposition ou être jugées par leur conformation, mais elles doivent avoir des bons membres, ligne de dos droite, une apparence féminine, une forte capacité fourragère, donc de capacité du corps pour ingérer le fourrage et avoir une productivité à l'herbe. Exemple ici, à l'écran d'une femelle, une mère qui est plutôt de type Angus rouge, qui a été croisée avec un taureau cimental. Donc, on a une génisse à côté d'elle qui serait probablement cimental à 50 et 50 Angus rouge. Par le type de la mère et de la génisse, on voit bien que les qualités maternelles ou les qualités qu'on recherche sont bien là. Un autre exemple ici, la mère qui est en arrière-plan, c'est une vache en fait qui était principalement d'origine Shorthorn et Hereford avec un veau donc qui est demi-sang limousin. Donc le veau est plutôt un veau castré, un mâle castré, mais l'idée ici était de vous illustrer. Donc vous voyez que le rapport de poids de veau sevré pour cette vache-là, on voit que la vache est relativement d'un format moyen et le veau, probablement près du sevrage, était avec un pourcentage élevé de poids par rapport au poids de sa mère. C'est ce qu'on recherche effectivement. Un autre exemple de femelle croisée, de plus en plus, pas de plus en plus, mais qui existe ou qu'on retrouve beaucoup dans l'Ouest canadien, dans l'Ouest américain, Midwest américain, un peu partout aussi au Québec, au Canada. Donc, les Black Balties, Angus Hereford, ça pourrait être des Red Balties aussi. Donc, des vaches, on voit bien, avec une bonne capacité d'ingestion, format moyen et bon pied, bon membre. Et donc, c'est un type de vache, encore là, qui est, selon moi, très désirable. On passe maintenant à la sélection des taureaux. Au niveau des taureaux, ici, ce que je vous amène, ce sont plutôt certains conseils ou recommandations à peut-être garder en tête avant d'acheter votre prochain taureau ou avant de sélectionner et d'acheter vos taureaux si vous en achetez plusieurs. Donc, premièrement, c'est sûr qu'on doit identifier quelle race on veut acheter, mais aussi, on doit bien savoir quel caractère on veut améliorer. Est-ce qu'on a besoin d'un taureau pour, entre autres, les tares ou faire des premières naissances? Est-ce qu'on a besoin d'un type de taureau qui est plutôt vers la musculature, la performance, le gain de poids rapide? Donc, il faut bien avoir en tête, identifier le type de taureau qu'on veut. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas vraiment de taureau parfait, donc il n'y a pas, à mon point de vue, de taureaux qui peuvent rencontrer tous les critères et améliorer tout à la fois. Donc, si vous allez à une vente de taureaux, que ce soit une vente publique, une vente à l'encan, une vente organisée par un groupe d'éleveurs ou chez un éleveur, vous avez probablement un catalogue de vente avant de vous rendre sur place. Prenez le temps d'étudier et de bien étudier le catalogue et de vous faire une idée, peut-être de présélectionner certains individus.
Donc, entre autres, regarder les EPD, les EPD, les indices, les performances du taureau, de sa mère, les photographies, peut-être aussi des vidéos. De plus en plus, on a des vidéos qui sont disponibles, donc on peut avoir une meilleure idée sans être à côté du taureau de son apparence et de son déplacement. On évalue leur conformation une fois qu'on est rendu sur place à l'avant. Vous évaluez la conformation, voir si c'est un taureau qui vous plaît en termes de stature, en termes de pieds et membres, de conformation en général, de démarche, le tempérament également. Donc, la docilité est un caractère ou un critère très, très, très important au niveau de la majorité, je dirais, des éleveurs. Parce que les taureaux qui sont un peu plus nerveux ou agressifs peuvent vous occasionner quand même des problèmes importants. Vous avez, bon, une fois que vous avez acheté vos taureaux ou si vous avez déjà des taureaux en service, ici, je vous mets bon, les règles de base, des exemples que je mets ici ou les normes que je mets ici à l'écran en termes de femelles, nombre de femelles auprès de quel taureau devrait être exposé. Donc, c'est pas moi qui les ai inventés, mais je les ai adaptés justement de la clinique vétérinaire qui font la clinique vétérinaire qui fait des examens des systèmes reproducteurs chez les taureaux. Eux, leur recommandation, c'est qu'un taureau qui aurait environ 15 à 18 mois d'âge cette année, si on le met au pâturage, exemple, avec des femelles pour la reproduction, il devrait être mis avec environ 15 à 18 femelles. Donc, on pourrait voir à ce moment-là que c'est peut-être une femelle par mois d'âge du taureau. Jusqu'à l'âge de 2 ans, le vétérinaire en question recommande encore la même règle, donc jusqu'à 24 mois. Et ensuite, un taureau qui aurait 3 ans, on arrivera encore à peu près avec la même règle, 36 femelles, et un taureau de 4 ans et plus, donc lui verrait 40 à 45 femelles. Les règles, ou en tout cas les conseils qu'on donne là, ce ne sont pas des règles absolues. Donc, de sorte que il y a des scénarios où on voit parfois qu'il y a plusieurs taureaux qui sont mis avec un groupe de vaches. Donc, il faut tenir compte également du nombre de taureaux qui pourraient être placés avec un groupe de vaches. La durée de la période de saillie, donc, comme je disais précédemment, on devrait retirer les taureaux après 60 ou 90 jours, selon la période qu'on choisit. Et les taureaux, donc le dernier critère ou dernier élément que je veux présenter par rapport aux taureaux, quand les taureaux ne sont pas en fonction, ne sont pas en travail comme tel avec les vaches du troupeau, les taureaux sont des actifs qui vous ont coûté ou qui coûtent relativement cher. Donc, il faut bien s'en occuper. Donc, on leur fournit une alimentation qui est correcte, une protection dans l'hiver contre le vent, le froid, des aliments de qualité, de l'eau, un enclos aussi ou un espace qui est bien approprié pour eux. Donc, c'est important de bien se préoccuper des taureaux parce qu'ils ont un rôle et des fonctions importantes à jouer pour vous. Ici, quelques exemples de taureaux de qualité ou des exemples de charolais. Ça dépend des goûts ou des styles qu'on aime, mais ici, un Angus, un autre ici, Cimental. Donc, je voulais simplement vous amener quelques exemples de taureaux. On parle, donc, on voit que dans la présentation, je vous ai mentionné au début qu'on touchait plusieurs aspects. Donc, c'est vraiment un survol qu'on fait de plusieurs notions de génétique. Je veux parler un peu des croisements de races, de quelques avantages qu'on a à faire des croisements de races. L'effet principal qu'on va chercher avec les croisements, ça provient de la vigueur hybride. La vigueur hybride ou ce qu'on appelle l'hétérose. Donc, la vigueur hybride, c'est un phénomène naturel qui se produit quand on croise
2 ou 3 ou plusieurs races ensemble. On a, par les croisements, on va améliorer en général plus rapidement des caractères qui sont moins, on va dire, héritables ou qu'on peut moins améliorer par la sélection. Donc, je fais référence, entre autres, à la longévité, des caractères reliés à la fertilité, la résistance aux maladies, la survie des veaux. Donc, par les croisements, on va faire des gains plus rapides à ces niveaux-là. Mais, bien entendu, on va aussi améliorer les autres caractères, que ce soit le gain moyen quotidien chez les animaux, la facilité de vêlage, l'aptitude laitière chez les mères. Et au niveau des croisements de race, on a, en plus de la vigueur hybride, on profite de ce qu'on appelle la complémentarité entre les races. Donc, la complémentarité, exemple ici, si on veut, de certains caractères complémentaires, et je ne veux pas dire que c'est la liste parfaite, mais par exemple, pour la race cimentale, qui a peut-être un avantage au niveau du lait, aptitude laitière, de croissance, on peut bien la combiner avec la Hereford, qui offre, entre autres, de la rusticité, mais aussi des qualités en termes d'instinct maternel, facilité de vêlage, etc. Un autre exemple, Angus, avec la qualité de viande, le persillage, peut-être d'autres qualités aussi maternelles, qu'on croiserait avec Limousin ou avec une autre race pour amener un rendement en viande plus élevé. Charolais, avec la croissance élevée, rendement de carcasse, pourrait être croisé avec Angus, aussi croisé avec Angus, qui est, mais ici, je mentionne facilité de vêlage, mais on a tout aussi la performance dans l'Angus. Je ne voudrais pas que vous preniez vous fassiez la conclusion, arriviez à la conclusion que l'élément ou la qualité que je mets pour chacune des races correspond à la seule qualité de chacune de ces races-là. Donc, l'idée étant seulement de vous un peu vous démontrer la complémentarité entre certaines races. Je voulais vous expliquer ou vous démontrer les effets ou les effets réels qu'on peut aller chercher au niveau des croisements. Ici, à l'écran, ce sont des résultats de recherche faits par une station de recherche en Floride, donc pas en Floride, mais Fort Robinson. Et ces recherches-là ont été faites avec des bovins de race Angus et Hereford. On voit la partie du milieu, l'intérêt de ce tableau-là, c'est pour vous montrer qu'on peut améliorer à la fois notre productivité quand on a un veau qui est croisé, mais aussi quand on a une vache qui est croisée. Donc, l'effet combiné des deux, en rouge dans le bas, on voit que les livres de veaux sevrés, on va aller chercher par vache exposée, on en aurait 8 livres et demi d'amélioration provenant, par exemple, du veau croisé, combiné avec une vache croisée 14,8. On verrait que l'hétérose, dans cette recherche-là, amenait un poids de 23 livres, un peu plus de 23 livres de veaux sevrés par vache exposée. Donc, ce qui n'est pas négligeable si on prend un troupeau de 100 vaches ou plus, ou de 50 vaches. Donc, ça représente une productivité additionnelle importante. D'autres statistiques ou d'autres données, celles-là proviennent de les généticiens qui sont mentionnés dans le bas du tableau. Ce sont 2 généticiens américains très réputés au niveau génétique bovine. Dans leurs essais ou les travaux qu'ils ont faits, ici, on voit que par l'amélioration qu'on obtenait par la survie des veaux jusqu'au sevrage, le taux de vêlage, le poids au sevrage, la longévité en années. Donc, à vie, ils ont amené ou ils ont réussi à estimer une amélioration de la productivité à vie de presque un veau. Donc, on le voit, 0,97 ou pratiquement c'est un veau. Donc, sur la vie d'une vache, en fait, ça voudrait dire
qu'on pourrait aller, si on prend un poids sauvage cumulatif de 600 livres que j'ai mis ici, par exemple, on fait un calcul avec le prix de vente actuel des veaux. Je l'ai peut-être surestimé, mais je l'ai mis à 2,20 $ la livre pour une catégorie de 600 livres. 600 livres, mais peut-être un veau mâle. Donc, au niveau des veaux femelles, on sait qu'actuellement, les prix, il y a un écart encore entre les prix des veaux mâles et des veaux femelles. Mais l'idée ici est de retenir que par les croisements, par l'hétérose et par tous les avantages qu'on va chercher, on peut y retirer un montant substantiel de plus au niveau de la vie productive de notre vache. Un exemple ici d'un groupe de femelles qui sont à l'approche du bel âge, donc des femelles commerciales croisées provenant de souches cimentales Angus, peut-être un peu d'Hereford, peut-être un peu de Shorthorn, donc un groupe de femelles de qualité. Avant de compléter, donc je dois également parler des EPD. Il me reste à parler des EPD de génomique et un peu de mesures aux ultrasons. Donc, EPD, la signification, c'est écart prévu chez la descendance. Et quand on parle d'écart qui est prévu, on fait référence à une moyenne. Donc, on fait référence à une moyenne de la race. Donc, c'est quand on a un EPD, il faut bien penser qu'on doit connaître aussi la moyenne de la race. Exemple, un EPD, un chiffre qui est tout seul, sans aucune référence, ne veut rien dire. C'est, par contre, au niveau des EPD, au niveau de la valeur génétique des bovins, jusqu'à maintenant, c'est l'indice ou l'élément qui correspond au meilleur estimé. On peut avoir vraiment du bagage génétique d'un animal. Les EPD sont calculés pour chacune des races et plusieurs fois par année. Auparavant, les associations de races pouvaient faire calculer parfois 2 fois par année. Maintenant, avec les ordinateurs et la capacité qu'on a au niveau informatique, on est capable de faire calculer des EPD plusieurs fois par année. On a les caractères qui sont liés au vélage, à la croissance, des qualités de carcasse. Donc, des EPD, il en existe pour une foule de caractères. Selon les associations, selon les races, on a aussi maintenant, de plus en plus, on voit apparaître des EPD touchant des éléments comme la docilité, la qualité des pieds et membres, la circonférence scrotale, qualité du pis, le poids à maturité, également le persillage, etc. L'EPD est toujours associé avec une valeur de répétabilité. Donc, la répétabilité, qui est un grand mot ou qui signifie surtout principalement la précision. Donc, le degré de précision d'un EPD peut varier de 0 à 100%. Donc, quand on voit des EPD, j'aurai un exemple tout à l'heure, l'EPD est toujours associé avec une valeur de précision. De plus en plus aussi, selon la façon qu'on rapporte les EPD, on va mettre un pourcentage de supériorité. Par exemple, le top 10% ou le meilleur 10%, le meilleur 1% pour tel ou tel caractère. Les EPD, je l'ai mentionné auparavant, sont faits pour une race donnée. On ne doit pas comparer les EPD de 2 races différentes. Sauf si, par exemple, on a des ABC, ce qu'on appelle par ABC. ABC est l'expression qui signifie Across Breed Comparisons. Donc, les ABC est un principe où on peut avoir des EPD interraces. Les évaluations aussi pour le calcul des EPD, pour la majorité des races avec lesquelles on travaille, maintenant les EPD sont à un niveau nord-américain, donc sur une base nord-américaine. Et aussi, bon, pour introduire la notion de génomique,
Auparavant, avant qu'on utilise la génomique, les EPD étaient calculés essentiellement avec des données de performance, donc des données de poids, de facilité de vérage, etc., et des pédigris ou des lignées génétiques, donc des lignées de vaches, des lignées de taureaux, des données généalogiques. Maintenant, on combine avec les données de performance et les données généalogiques des données provenant de l'ADN. Donc, et de cette façon-là, on obtient des EPD ou EPD génomiques. Les EPD génomiques, donc, l'avantage principal qu'on a à ajouter les données provenant de l'ADN est au niveau de la précision. L'ADN ou les données sur l'ADN de l'animal et d'autres animaux reliés, en fait, si on prend les EPD génomiques comparés à des EPD normaux, conventionnels, pour un jeune taureau, exemple, un jeune taureau d'1 an qu'on voudrait sélectionner, qu'on veut acheter, les EPD ou le degré de précision qu'on obtient, par exemple, pour les caractères facilité de bellage, poids à la naissance, c'est comme si le veau ou le taureau avait déjà 12 à 15 veaux qui sont nés et qu'on a intégrés dans l'évaluation. Mais en fait, le taureau n'a jamais eu de descendant encore. Donc, on appelle ce principe-là les progénitures équivalentes. Donc, peut-être pour revenir ou réexpliquer d'une autre façon, donc l'ADN ajouté au calcul des EPD fait en sorte que pour utiliser un jeune taureau, et ça peut être vrai également pour les jeunes femelles, donc ça nous donne une idée, meilleure idée à l'avance de ce que l'animal peut produire. C'est comme s'il avait produit et en fait, il n'a pas encore ces descendants-là. Donc, on peut aller encore plus rapidement, faire du progrès génétique encore plus vite. J'ai mis ici à l'écran un exemple d'un taureau Angus et on voit qu'encerclé en vert, ce qui nous indique que ce soit des EPD génomiques au niveau du Angus, on appelle ça Angus GS, donc c'est l'abréviation ou le logo qu'on utilise. Et on voit que dans le bas du tableau, bon, je mentionnais, les moyennes de la race sont importantes d'être connues, mais les EPD, on voit que chacun des chiffres, le niveau de précision et le meilleur, le pourcentage au niveau de supériorité apparaît. Et exemple ici, les EPD proviennent de 22 février 2022 et tous les caractères sont de gauche à droite, donc il y a peut-être une vingtaine de caractères différents. Plusieurs associations, notamment pour le même animal ici, on va avoir une façon d'exprimer par un histogramme le pourcentage de supériorité de l'animal. Donc, on voit bien que la ligne bleue signifie la moyenne de la race. On va voir dans un coup d'œil que si l'animal est, pour le caractère évalué, est à la droite de la ligne bleue, donc le taureau ou l'individu est un améliorateur pour ces caractères-là. Et s'il est sur la gauche, donc l'animal est peut-être situé en bas de la moyenne. Pour l'ADN, la façon qu'on analyse l'ADN, vous avez ici à l'écran, premièrement, ça prend des tissus. Donc, il faut aller prélever des tissus contenant des cellules et ces cellules-là possèdent ou incluent l'ADN de l'animal. Donc, les manières qu'on a de le faire, on peut faire prélever des poils de queue, soit par une analyse sanguine ou aussi on peut aller prélever un échantillon de peau d'oreille par un outil ou un pistolet spécifiquement prévu ou conçu pour ça. Quand on a notre échantillon d'ADN, donc il est analysé en laboratoire, l'ADN se trouve dans le noyau de la cellule, donc une cellule ici qui est schématisée. Notre ADN ou les chromosomes, en fait, se retrouvent dans le noyau de la cellule. On a 60 chromosomes ou 30 paires
de chromosomes chez la vache, chez les bovins. Donc, on a 58 chromosomes qu'on appelle homologues et on a 2 chromosomes sexuels, soit le X et le Y. Au niveau du brin d'ADN, ou ce qu'on appelle la double hélice, tout le long de cette double hélice de ADN, en fait, elle est composée, ou l'ADN, le matériel génétique, est composé uniquement de 4 bases. On appelle ça 4 bases chimiques. Les 4 lettres qu'on voit, A, T, G, C, donc c'est adénosine, thymine, guanine, cytosine. Donc, ces 4 bases chimiques-là sont alignées ou se retrouvent au niveau de l'ADN et c'est ce qui constitue notre mémoire génétique chez l'animal. Pourquoi ou comment on analyse notre ADN, c'est que ici, je vous prends un exemple. L'animal 1, si vous remarquez la séquence de G, CG, AC, AT, par rapport à l'animal 2 qui serait à côté, la base chimique G, dans le cas de l'animal 2, a été remplacée par A. Donc, cette séquence entre l'animal 1 et 2, c'est ce qu'on appelle un SNP. Et SNP, en anglais, c'est le Single Nucleotide Polymorphism. Donc, c'est le polymorphisme, je crois, simple chez les nucléotides. On a substitué, donc le fait qu'une base soit substituée, ça nous donne un SNP différent entre les deux animaux. Et les SNP, qu'on appelle, parce qu'on prononce le SNP par SNP, c'est l'analyse de ces différences-là qui nous font qu'on relie avec des caractères donnés. Donc, c'est la corrélation entre les caractères qu'on a là et les bases chimiques. Enfin, ici, au niveau des mesures avec les ultrasons, donc au niveau des ultrasons chez les animaux, de plus en plus, on a des mesures qui sont faites par échographie. Donc, on prend les mesures au niveau de la longe, de la croupe de l'animal, et les mesures qu'on prend sont en fait pour déterminer la surface de l'œil de longe, le niveau de persillage, et on détermine le rendement aussi en carcasse. Les mesures effectuées, donc on voit ici que l'œil de longe, une des idées, c'est d'avoir un estimé chez l'animal vivant et du niveau de persillage aussi, pour arriver à déterminer la qualité du produit qu'on va servir dans l'assiette. Donc, en résumé ici, si on résume peut-être l'exposé par 12 mots, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit faire des pesées, mesurer nos animaux, les contrôler, tester, donc, et garder ces informations-là, les noter, les classer, s'assurer qu'on les préserve et qu'on les archive. Si on veut être capable de décider, de sélectionner, et également pour faire du progrès, donc on doit éliminer, on doit réformer, on doit choisir les meilleurs sujets afin de toujours faire du progrès continu. Donc, je vous remercie de votre attention et s'il y a des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Je vous mets ici également à l'écran un lien vers une présentation qui se trouve sur la YouTube. Ça s'appelle « Bien choisir son taureau, notion de génétique, préparation à l'achat ». En fait, c'est un projet que j'ai fait pendant l'hiver. On m'a interviewé, c'est-à-dire par une jeune agronome dans le cadre d'un projet de mentorat. Donc, si vous voulez d'autres compléments, donc vous pouvez aller toujours visionner ce lien-là ou cette présentation-là. Donc, encore une fois, merci. Et s'il y a des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Very good. So seeing as we don't have any questions, you could always send them in to us later if you think of something. Thank you very much, Bernard, for giving the presentation today. We really appreciate it. Great information. Okay. C'est très bonne information. Merci. Merci beaucoup à vous autres et j'espère que c'est utile. Very good. Awesome. Très bien. Thank you so much. Fameux. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à tous.
Bonne fin de semaine.